Voltaire, qui disait au XVIIIe siècle, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, et nourri par lui, vous entendez bien, et nourri par lui, et le gouverne. Eh bien, une victoire de la République en 1870, une victoire militaire de la République, eût été mettre en péril ce système du petit nombre nourri par le grand nombre. C'est pour ça qu'on va arriver le plus rapidement possible à la capitulation de Paris, que le général Trochu désirait depuis le début. On va faire voter les Français votent sous la conduite des notables, ça se passe le 8 février 1871, et on a, à Bordeaux, puisque c'est là que se rassemble l'Assemblée nationale, on a une Assemblée nationale admirable, comme on n'en avait jamais vu. Ce Victor Hugo va appeler ça la chambre introuvable, retrouvée. Chambre introuvable, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est 1815, à la suite de l'Empire, quand on avait voté pour la première fois en France, du reste c'était déjà uniquement des notables qui votaient, et alors on avait eu une chambre ultra-royaliste. Et bien de même, ce qui sort du scrutin, le 8 février 1871, un scrutin, je vous le répète, dirigé par les ecclésiastiques, les châtelains et notables, c'est une chambre invraisemblable. Tout l'armorial français est là, tous les hobereaux, enfin c'est rempli d'ultra-royalistes. Au point que, on peut dire qu'on revenait en 1871 à avant 1830. Vous savez, 1830, c'est le moment où la monarchie de Juillet a remplacé la monarchie légitime. Et les gens qui sont nommés à ces élections-là sont des légitimistes, enfin des gens qui veulent le retour des Bourbons. Je vous rappelle, 1829, hein, on est en 1829. Ces gens ont mis à leur tête M. Thiers. Pourquoi M. Thiers? Parce que c'était celui qui avait été le chef pratique et occulte, mais efficace, je vous assure, de la fameuse 5e colonne. L'histoire nous a appris que M. Thiers serait le libérateur du territoire en France. Parce qu'il s'y est arrangé en effet pour que les troupes allemandes d'occupation puissent partir un peu plus tôt, parce qu'on avait remis l'indemnité de guerre antérieurement à la date fixée. Mais ce libérateur du territoire, une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il avait été l'équarrisseur du territoire. Car c'est lui qui avait décidé, on va donner à l'Allemagne ce qu'elle demande, Strasbourg, Metz, peu importe, hein, il faut le savoir. Et bien ça, on ne lui en voulait pas du tout à droite, puisque c'était le prix qu'il fallait payer pour être tranquille du point de vue social. Seulement, Thiers est assez embêté de voir cette chambre ultra-royaliste, parce que personnellement, il n'est pas royaliste, Thiers. Je l'ai déjà dit en souriant, il est thiériste. C'est-à-dire il est maintenant président de la République, une République temporaire, bien entendu, mais il veut rester. Et d'autre part, il a une idée derrière la tête, une idée stratégique, qui est très intéressante et qu'il faut que je vous explique. Là, voilà cette idée stratégique. Il dit, voyons, les royalistes sont là parce qu'ils veulent empêcher de passer la subversion. Mais est-ce que la monarchie est un système vraiment aussi solide que ça, qu'on se l'imagine, pour se protéger contre le socialisme? Car le socialisme, c'est la grande terreur du 19e siècle. Il explique à un certain nombre de gens, mais vous savez, c'est pas sûr, enfin, que le régime monarchiste soit le meilleur régime pour empêcher de passer les rouges, enfin la canaille, encore, comme on disait. Pourquoi? Parce que, voyons, réfléchissez, dans un gouvernement monarchiste, c'est la volonté d'un seul qui commande, la volonté du roi, du moins en principe. Hein. Alors la volonté d'un seul, c'est faible, hein, c'est vulnérable. Les gens peuvent se soulever au nom de la liberté. Tandis que réfléchissez bien à ce que c'est que la République en principe. Et auparavant, réfléchissez aussi, disait Thiers, à ce que c'est que l'autorité. Ben, l'autorité, c'est une formule qui n'est pas de Thiers, mais je crois pouvoir résumer sa pensée comme ça. L'autorité, c'est la force qui obtient une obéissance consentie. Hein, la force qui obtient une obéissance consentie. Alors, comme le mythe royal est en train de se défaire en France, on l'a vu à plusieurs reprises, il faut substituer à ce mythe royal un autre mythe qui sera le mythe du suffrage universel, c'est-à-dire le mythe de la volonté nationale. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté, puisque c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale? En fait, c'est la majorité, hein. La majorité du suffrage universel, c'est-à-dire la moitié plus 1. Ben, c'est très facile d'obtenir la majorité au suffrage universel quand on sait s'y prendre. Et il en apporte deux exemples, monsieur Thierry dit, mais regardez donc ce qui s'est passé en avril 1848. Regardez ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer le 8 février 1871. C'est la première fois en 48 qu'on lançait tous les Français, y compris les pauvres, dans un suffrage. On leur donnait le droit de vote. Il y avait des gens qui en étaient épouvantés en se disant, qu'est-ce qui va en sortir? Il en est sorti. Une chambre admirable, moins belle que celle de 71, mais la chambre d'avril 1848, elle était conservatrice à bloc. Et maintenant, vous voyez ce qui vient de sortir? Une chambre en or, enfin une chambre où ce sont vraiment les possédants qui sont les maîtres. Alors que pouvez-vous désirer de plus? Donc, si vous êtes raisonnable, hein, ne vous obstinez pas à essayer de rétablir une monarchie soit légitime, soit orléaniste, c'est pas intéressant. En réalité, le meilleur système pour vous défendre, c'est une république que nous appellerons la république conservatrice, et dont, bien entendu, disait modestement M. Thiers, je serai le maître.
il va former autour de cette idée un groupe qu'on va appeler le centre-gauche. Ce centre-gauche avec un nommé Léon Say, ça vous dit rien, mais Léon Say est une personnalité très importante de la France de la fin du 19e siècle. C'était un homme très riche, il appartenait à la compagnie des chemins de fer du Nord, à la compagnie de Casseville, il va rentrer à l'académie, c'est un économiste, comme on dit, distingué. Et bien Léon Say va être l'homme de paille de M. Thiers pour constituer ce centre-gauche, c'est-à-dire le centre du ralliement des affairistes intelligents à l'idée républicaine. Il a devant lui, Thiers, cette chambre qui est en immense majorité royaliste. Et il dit, je m'en vais les rouler parce que, heureusement, ces royalistes ne s'entendent pas. Il y avait, je vous le répète, les Bourboniens, les légitimistes, quoi, ceux qui voulaient faire monter sur le trône le petit-fils de Charles X, qui s'appelait le comte de Chambord, et puis il y avait les orléanistes, c'est-à-dire ceux qui voulaient faire monter sur le trône le petit-fils de Louis-Philippe, qu'on appelait lui le comte de Paris. Alors il se dit, comme par bonheur, la fusion, c'était le mot qu'on employait toujours, la fusion entre ces deux tendances royalistes ne s'opère pas, je vais me glisser entre les deux. Et je vais essayer de développer mon centre-gauche de telle manière que nous obtenions la majorité, qu'on ne nous parle plus de restauration monarchique et qu'on fasse une France républicaine, entre guillemets, avec moi à la tête.